Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour continuer notre chronique dédiée à la lutte contre le terrorisme. Ce matin, j'ai le grand plaisir d'accueillir Serge Mikhailov. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour répondre aux questions sur ce sujet. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste des pays fragiles et de l'Afrique notamment. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, peut-être le dernier dont on peut parler et qui est directement connecté avec le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Africanistan, l'Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues? C'est paru donc aux éditions Fayard. Alors Serge Mikhailov, peut-être la première chose, quel est l'état des lieux de la situation au Sahel en particulier? Alors, si vous voulez, au Sahel, vous avez une insécurité qui est en train de s'étendre et vous avez des actes terroristes qui sont assez nombreux, mais quand on regarde ça un petit peu de façon superficielle, on a l'impression que c'est un peu comme en Europe, parce que finalement on a eu des actes terroristes très nombreux, des attentats comme celui du Bataclan qui ont été particulièrement sanglants, donc on peut avoir l'impression que c'est le même type de situation. En fait, la situation est extrêmement différente dans la mesure où ce qui est visible au Sahel, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Et ce qu'il y a, je dirais, plus en profondeur et beaucoup plus grave, c'est un effondrement progressif de la sécurité dans toute cette zone-là, en particulier dans toutes les zones rurales en difficulté, qui est lié à quantité de problèmes. D'abord la croissance démographique, ensuite l'absence d'État, l'absence de progrès au plan économique, en particulier au plan agricole, qui est masqué par des performances de taux de croissance, si vous voulez, qui sont largement artificielles dans la mesure où c'est tiré par des exportations de matières premières qui ne créent pas d'emplois. Donc on a une situation qui est extrêmement grave dans les pays du Sahel et qui se caractérise par le fait que on ne peut plus se déplacer au Sahel comme on se déplaçait il y a 20 ans. Il y a d'ailleurs un symptôme tout à fait clair, c'est que le Paris-Dakar a disparu de cette région depuis maintenant plus d'une décennie. Donc on voit bien qu'on n'arrivait même plus à sécuriser, je dirais, un grand cortège à travers cette région. Alors on a compris que ça faisait partie des défis majeurs, cette approche à la fois sécuritaire, ce développement économique, social. Que peut-on dire principalement peut-être sur le Mali et je pense également à la crise migratoire que connaît actuellement la Libye? Alors le Mali est la situation la plus grave, si vous voulez, c'est parce que quand on prend les autres pays du fameux groupe G5 du Sahel, en Mauritanie les choses sont véritablement sous contrôle. Au Niger, on a encore un État qui fonctionne, au Burkina également. Au Tchad, on a en tout cas un chef d'État qui tient son pays. Mais au Mali, les choses sont en train de se dégrader très fortement. Et pas seulement au nord, qui a toujours été un peu ingérable, sachant que les problèmes politiques avec les Touaregs n'ont pas été gérés de façon satisfaisante, que les accords d'Alger qui ont été signés en 2015 ne sont pas appliqués. Ça a toujours été une zone très mal contrôlée par le gouvernement, à une zone de trafic. Alors historiquement, on trafiquait de l'or, on trafiquait du sel, des esclaves. Aujourd'hui, c'est la cocaïne, c'est du hashish et puis des migrants, c'est un point très important. Donc le problème essentiel au Mali, c'est, je pense, dans le centre du pays et dans le sud du pays, c'est je dirais un effondrement progressif de l'appareil de l'État. C'est-à-dire que, vu l'extension de la sécurité, avec des groupes djihadistes qui sont très discrets maintenant, ils n'arrivent pas en colonne de pick-up comme ils l'ont fait en 2013, avec les conséquences pour eux que ça a eu, avec l'opération Serval. Non, je dirais, ils se glissent dans les différents villages, ils mènent leur propagande. Dans certains cas, ils se marient avec les filles du coin, ils font des petites actions sociales, ils assassinent les chefs traditionnels ou les religieux qui ne suivent pas leurs préceptes, et progressivement, ils prennent le contrôle de régions entières, avec, je dirais, des problèmes interethniques qui étaient jusque-là relativement soft, c'est-à-dire les gens se respectaient,
ne se marchait pas sur les pieds, etc. Eh bien, aujourd'hui, il tente à aiguiser un petit peu les contradictions et les tensions qu'il peut y avoir entre les différents groupes ethniques. En particulier dans le centre du Mali, vous avez une rébellion aujourd'hui qui n'est pas une rébellion Touareg, mais une rébellion Peul. Or, la population Peul est très importante dans toute l'Afrique de l'Ouest, qui se révolte parce qu'elle considère, sans doute à juste titre, qu'elle est marginalisée, qu'elle n'est pas traitée correctement. En tout état de cause, il est bien évident qu'à cause de la croissance démographique et de l'extension de la surface agricole cultivée, eh bien, elle ne peut plus faire circuler ses troupeaux comme elle le faisait avant. Donc il y a quantité de griefs. Et puis maintenant, comme il n'y a plus de gendarmes, eh bien, l'appareil d'État s'est retiré, l'administration territoriale a disparu, les services sociaux également. Donc vous avez essentiellement des milices qui sont constituées par les différents villages, qui dans certains cas s'autonomisent, risquent d'aller régler des comptes avec d'autres villages d'ethnies différentes, parce que vous avez un mélange ethnique extrêmement compliqué. Et donc on a une situation de pré-anarchie qui se développe dans toute cette région-là et qui risque de s'étendre. En tout cas, l'insécurité s'étend aux frontières du Mali. Elle déborde sur tout le nord du Burkina, elle déborde sur le nord-ouest du Niger. Et c'est une source de préoccupation, évidemment, pour non seulement les gouvernements, mais également les populations, parce que cette insécurité fait que l'économie agricole tente à se contracter, dans la mesure où les paysans n'ont plus envie de cultiver pour se faire voler leurs récoltes, les marchés ne sont plus organisés, et donc les choses partent un petit peu à volo, et on a des régions entières qui deviennent des régions de guerre, en fait. Alors peut-être un mot sur la crise migratoire libyenne, parce que c'est ce que vous disiez, il y a le trafic des migrants, c'est un véritable fléau. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, si vous voulez, le trafic des migrants, donc c'est d'abord un business pour des mafias qui sont très bien organisées, donc qui ont des recruteurs dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest et même d'Afrique centrale, qui font miroiter, et pas seulement à la catégorie la plus pauvre, mais également à certaines classes moyennes, les perspectives mirifiques qu'ils peuvent avoir en Europe, et puis qui les embarquent dans des conditions invraisemblables, qui les font transiter par la Libye, parce que c'est le pays où il n'y a plus d'État, où il n'y a plus de contrôle. Vous avez aujourd'hui en Libye ce qu'on peut appeler des camps de concentration privés qui regroupent, alors on ne sait pas, les chiffres varient du simple au double, entre 350 000 et 700 000 migrants, qui sont, rackettés, qui sont volés, qui sont rackettés dans le sens qu'on leur demande d'appeler leur famille pour envoyer de l'argent. Sans ça, on les torture, on les exploite, qui sont parfois vendus comme esclaves. Et puis, pour ceux qui sont, les plus chanceux, entre guillemets, eh bien, on les embarque dans des embarcations de fortune qui sont capables tout juste d'atteindre les eaux territoriales libyennes, où là, les bateaux, à la fois italiens, les bateaux des ONG, etc., les récupèrent et les ramènent essentiellement vers l'Italie, avec les naufrages que l'on connaît et les catastrophes abominables. Donc on a affaire à un trafic dramatique qui a pris une ampleur colossale depuis l'effondrement de la Libye en tant qu'État. Ça n'a jamais été un État très structuré, très organisé, mais la chute de Kadhafi a transformé ce pays en une zone où les tribus se battent justement pour le contrôle du trafic des migrants. C'est un gros business, c'est 4 à 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ça veut dire que on ne va pas casser ce business-là par des bonnes paroles ou même par une expédition militaire qui va délivrer 2 ou 3 000 migrants. Et d'ailleurs, comment sortir 300 ou 350 000 ou plus migrants de Libye ? On ne sait pas très bien comment s'y prendre. Le problème va être d'essayer de reconstituer un État ou de construire un État en Libye, ce qui n'a jamais été vraiment fait. Et construire un État en Libye, ça veut dire que les problèmes de sécurité sont à peu près réglés, que les tribus sont quand même mises au pas. Et pour l'instant, on voit bien qu'on a 2, 3 gouvernements qui se disputent le contrôle essentiellement des puits de pétrole, de la Banque centrale, etc. Et on ne voit pas tellement de solutions, d'autant que les pays voisins qui pourraient intervenir à juste titre, l'Algérie
et l'Égypte sont quand même assez largement aux abonnés absents. L'Algérie a déjà beaucoup de problèmes internes et en principe son armée n'a pas le droit de sortir de ses frontières. Et puis l'Égypte est quand même très occupée. Au-delà des élections présidentielles, il y a une guérilla avec des groupes djihadistes dans le Sinaï qui est très inquiétante pour le gouvernement égyptien. Alors on va peut-être faire le lien évidemment avec l'Europe, avec la France, puisque ce qui se passe en Afrique et au Sahel nous concerne directement. C'est d'ailleurs un peu ce que vous dites dans le titre du livre que j'ai cité. L'Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues ? Quels sont finalement les impacts que l'on peut attendre ou sur lesquels vous appelez peut-être à une vigilance de ce qui se passe en Afrique qui pourrait rejaillir en Europe et en France ? Alors, d'abord, les migrations qu'on a connues, en particulier en 2015, où on a des chiffres d'arrivée de migrants qui varient du simple au double selon les instituts qui relèvent ces données-là, c'est d'abord une crise de migration liée au conflit du Moyen-Orient. Ce sont d'abord des Syriens, ce sont des Afghans même qui sont entrés massivement, non pas vers la France où on s'est fait très peur, mais il y a très peu de migrants syriens en France qui sont allés sur l'Allemagne pour l'essentiel, et puis des Afghans qui cherchent à passer en Grande-Bretagne et qui sont coincés à Calais à cause des accords du Touquet. Alors, si vous voulez, à côté de ça, donc, il y a une migration africaine, mais qui est beaucoup moins importante, qui passe donc par la Libye, qui transite par l'Italie, et qui ensuite se disperse à travers l'Europe, sachant que les francophones viennent plutôt en France de ce côté-là, qu'on a affaire à une main-d'œuvre qui est assez peu formée, qui est parfois même, dans certains cas les plus graves, analphabètes, et qui est très difficile à intégrer. Alors, si vous voulez, autant il est relativement facile d'intégrer des immigrations qui viennent européennes, encore qu'on a vu que l'arrivée d'1 million de Polonais en Grande-Bretagne est sans doute l'une des raisons qui explique le vote du Brexit et l'exaspération des classes populaires britanniques vis-à-vis de cette arrivée massive d'étrangers, finalement. Je dirais, les immigrants venant d'Europe sont assez facilement intégrables, assimilables. Ça crée quelques tensions, mais on a assimilé des Italiens, des Portugais, des Espagnols, des Polonais, des Russes, comme mon père dans l'histoire, sans grande difficulté. Ça a pris parfois une demi-génération, une génération, mais on y est arrivé. Quand on a des migrants qui ont une culture totalement différente, qui sont de religion musulmane, qui ont été même, je dirais dans certains cas, formés par des intégristes dans le cas des écoles coraniques, et c'est de plus en plus le cas au Sahel, qui n'ont pas de compétences professionnelles, eh bien leur intégration va poser un véritable et grave problème. Alors aujourd'hui, on a une émigration africaine qui est essentiellement une émigration économique. C'est-à-dire les gens se trouvent coincés, il n'y a plus de perspectives dans l'agriculture, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'industrie ou très peu d'industrie, et puis dans les services et dans le secteur informel, les salaires sont quand même... L'industrie d'abord est très faible au Sahel. Et puis dans le secteur informel, on ne peut pas non plus employer des millions de personnes dans le secteur artisanal ou des services informels à faible productivité où les salaires sont misérables. Donc il y a toujours le rêve de passer en Europe. Maintenant, le problème particulier du Sahel, c'est que si la situation continue à se dégrader selon le modèle du malien, si les choses se dégradent et s'étendent, ce n'est pas encore fichu, je dirais. On peut encore réagir de multiples façons, mais si les choses tournent mal, on va avoir une zone immense qui représente pour les pays du G5 aujourd'hui à peu près 70 millions d'habitants, mais qui dans 20 ans représentera 150 millions, avec des problèmes de survie. Et là, on risque d'avoir des phénomènes de migration massive qui seront liés à la désorganisation de l'économie, à l'incapacité de l'économie de nourrir cette population, à l'absence d'emploi, à une jeunesse qui est complètement désorientée, qui n'a pas de perspective. Et donc là, on aura, je dirais, des phénomènes migratoires qui sont sans rapport avec ceux qui aujourd'hui nous font très peur quand on les voit à la télévision. Donc c'est là que se trouve le véritable risque, et on a, je dirais, on n'a pas tant de temps que ça devant nous pour réagir, sachant qu'il faut réagir d'abord par une aide au développement mieux conçue,
pour ce type de problème, qui doit viser d'abord à aider à reconstruire des États, parce que ces États sont quand même d'une extrême fragilité, et en aidant à construire ces États, on les aidera à construire leur développement en ciblant les secteurs qui sont fondamentaux, l'éducation de base, qui est un désastre dans ces pays, la formation professionnelle, le développement agricole où il y a des perspectives d'emploi qui sont quand même très 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 importantes, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et puis il va falloir les aider à gérer cette question démographique qui sinon va devenir, alors à proprement parler, ingérable. Alors effectivement, vous avez évoqué quelques-unes des solutions pour que nous n'en arrivions pas à la situation au scénario un peu catastrophique que vous évoquiez. Pour vous, clairement, la solution ne semble pas militaire. Et sur la question du développement, vous disiez que vous évoquiez à l'instant, il y a des avancées qui ont été faites, qui sont une politique qui a été mise en place notamment par la France. Est-ce que, selon vous, avec cette réorganisation de l'aide au développement, est-ce qu'on va dans le bon sens ? Alors, si vous voulez, l'aide, d'abord, ne règle pas tout. Il faut qu'il y ait une volonté nationale d'assainir la gouvernance pour faire en sorte que, à la fois, les ressources nationales et les ressources venant de l'extérieur soient utilisées de façon efficace et intelligente. Bon. Alors, moi, ce que je remarque, c'est que l'aide dans les pays structurés est assez efficace. Donc quand les pays sont bien organisés, les dirigeants savent gérer l'aide de façon efficace. Dans les pays qui sont très fragiles, comme les pays du Sahel, cette aide, la plupart du temps, est très mal utilisée, très mal gérée. Et les bailleurs de fonds, malgré les conférences innombrables et les rapports innombrables qui ont été faits sur ce sujet, ne savent pas se coordonner pour assurer une aide véritablement efficace dans ces pays. On a vu que l'Afghanistan était le pays le plus aidé au monde pendant presque une décennie. On voit le résultat. Donc la raison pour laquelle j'ai écrit le livre que vous citiez tout à l'heure, c'était qu'il fallait tirer des leçons de l'échec non seulement militaire, mais également en termes d'aide au développement occidental en Afghanistan et changer la façon de travailler. Bon. Donc il y a un certain nombre de recommandations que je fais. Il faut reprendre le contrôle, je dirais, de l'aide internationale. Ce que la France n'a pas fait pour le Sahel depuis 5 ans. On a perdu 5 ans véritablement très, très stupidement. Et je dirais franchement par mépris des problèmes et par une certaine incompétence de nos dirigeants à cette époque-là. Bon, ce que je vois, c'est que l'équipe Macron prend les choses plus au sérieux, qu'elle l'a conduit dans une grande discrétion. D'ailleurs, c'est dommage. Depuis le mois de février, c'est tout récent, des réformes qui paraissent très techniques et un peu incompréhensibles au grand public, mais qui sont fondamentales pour réorienter notre aide au développement. En particulier, elle va accroître de façon très considérable notre aide en don, qui est la seule qui peut servir dans les pays du Sahel, et qui va permettre de, je dirais, reprendre le contrôle, d'une certaine mesure, des ressources très importantes qui sont confiées, que nous confions aux institutions multilatérales, mais qui ne connaissent pas le Sahel et qui ne se focalisent pas sur les véritables problèmes du Sahel. Donc voilà un peu la difficulté, c'est que la France, qui avait l'expertise technique dans ces régions-là, n'avait pas de ressources. N'ayant pas de ressources, elle ne pouvait pas, je dirais, prendre la main des multilatéraux qui ont beaucoup d'argent. Bon. Et cette aide multilatérale partait un peu dans tous les sens, faire n'importe quoi. Je crois que quand nous allons pouvoir, je dirais, mettre au service de ces aides multilatérales et de ces pays l'immense expertise qui existe en France au niveau des ONG, au niveau des instituts de recherche, au niveau de l'Agence française de développement concernant le Sahel, eh bien, et c'est là où on avait besoin d'un minimum de ressources que nous n'avions pas. Je crois que dans les années à venir, les choses vont changer. Merci beaucoup Serge Mikhaïlov d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés pour suivre les autres expertises que nous vous livrerons sur la lutte contre le terrorisme, toujours évidemment sur notre chaîne des rendez-vous de la filière de sécurité et sur sd-magazine.com. Très belle journée à tous.